mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Est-ce que Johnny est en ville demain? Johnny est en ville demain et vendredi. Écoute, là. Et vendredi? Et vendredi, 2 soirs, le grand Johnny, Jean-Philippe Smet, de son vrai nom. Ben oui, alors. Tu sais qu'il était parent avec Françoise Gaudette-Smet. C'est vrai? Eh oui, qui a fait les recettes de... durant les années 60. Que j'ai rarement vu chanter ou danser, hein? Oui, qui Madame était Gaudette-Smet. moins gracieuse. Non. Soyons gentils et polis quand même. Hein? non, mais je l'imaginais en se brassant la jambe. Oui, est-ce que toutes les... en brassant son œuf. Est-ce que tous les services, les cliniques de Montréal sont en alerte parce que Johnny Hallyday arrive en ville? Parce qu'il est souvent malade, le vieux monsieur. Ouais, là. ben déjà, sûrement que les urgences sont en alerte et on a probablement diminué le chauffage au Centre Bell pour pas qu'il fonde sur scène. T'es pas fin. Bon, non, mais quand même, c'est un grand. Oui, mais c'est un. Oui, en fait, c'est un grand. Pour moi, c'est un très très grand artiste et j'irais même plus loin. Je te dirais que c'est, à mon avis, l'un des 10 plus grands interprètes du 20e siècle. C'est noté. Oui, voilà. Tu veux nous parler de ce livre, c'est le livre d'Urantia, qui n'est pas un livre de recettes. Non, exact. Et je réponds ici, au cours des 2-3 dernières années, c'est un sujet qui m'a souvent été proposé par des auditeurs. C'est encore revenu la semaine dernière. Et là, j'ai dit, bon, OK, on va en parler parce que ce moment, on parle beaucoup de la scientologie. Hein, on sait que Tom Cruise a eu quelques déboires avec la scientologie. Tout ça s'est retrouvé un peu dans les médias. Et le livre d'Urantia, pour certains qui suivent un peu l'actualité mystico-ésotérique par la bande, ben le livre d'Urantia est un sujet qui revient particulièrement. Et le livre d'Urantia, pour certains, c'est considéré comme l'un des 10 livres les plus mystérieux au monde. Donc, je vais te faire un peu le descriptif de cet ouvrage-là. D'ailleurs, je t'ai amené mon édition personnelle du livre d'Urantia, un véritable pavé. Et déjà, je vois ton visage les gens ont dit, et je vois déjà à ton visage déconfit que tu te dis, mon Dieu, que j'aurai de la lecture en fin de semaine. C'est rare que j'invoque mon Dieu, moi. C'est l'édition anglaise 1955. Voilà, donc française 1961. Oui, voilà. Et cet ouvrage-là, maintenant, a été diffusé à travers le monde, a été traduit dans 70 langues à peu près, et c'est toujours en augmentation. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est? Regardons d'abord le corps central de cet objet-là. Le livre d'Urantia, tu l'as mentionné, il est publié dans sa langue originale en anglais en 1955. Il est publié par la Fondation Urantia, dont les bases avaient été créées en 1950 et dont le statut officiel va apparaître en 1955, année de la publication de l'ouvrage. C'est un organisme à but non lucratif et la vision de la Fondation Urantia, c'est d'élargir la conscience humaine. Et bon, tu me diras, avec l'essence qui monte à 1,49 point quelque chose, difficile d'augmenter la conscience. Mais Christian, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire, la conscience humaine? C'est-à-dire que, bon, là, c'est un bien grand mot, la conscience humaine. C'est de prendre conscience de qui nous sommes, la place que l'on est dans l'existence, dans la vie. Sommes-nous uniquement des machines biologiques ou sommes-nous plus que de simples machines biologiques? Et si on est plus que des machines biologiques, évidemment, on s'interroge sur la fatalité, sur la vie après la vie, bon, etc. Donc, il y a toutes des grandes questions existentielles. Et c'est cette ouverture-là. Tu sais qu'il y a des gens, malheureusement, qui se lèvent le matin, lisent leur journal, vont au travail, se couchent le soir sans jamais s'interroger sur leur place dans l'univers. Tu sais, ce sont véritablement des machines d'un rouage social. Mais sommes-nous que ça? Juste leur place dans le métro. Ouais, voilà. C'est en masse. Et ces gens-là ne lisent pas le livre d'Urantia dans le métro. Mais j'ignorais l'existence de ce livre. Donc, et comme tu le fais entendre aux auditeurs, c'est un véritable pavé qui compte 2097 pages. C'est composé de 186 volets. Donc, ce sont des sortes de communications qui formaient des petits volets de 7-8 pages qu'on a regroupés pour former ainsi le corps du livre. Le livre se présente en 5 chapitres ou 5 parties principales. Il y a d'abord, évidemment, l'introduction. Et c'est là qu'on va entrer dans un aspect plus mystique de la chose. Hein. Dans la deuxième partie du bouquin, on parle de Dieu dans son sens le plus large. Ici, on parle de Dieu comme étant le grand architecte, la connaissance universelle, et non pas simplement un bonhomme barbu sur un nuage, là, tu sais, là, qui dit « Ah, j'ai envoyé un petit déluge un matin, moi. »
La troisième partie parle de la place de notre univers immédiat, qui dans le livre s'appelle Nébadon, et la place de la Terre dans cet univers-là. Et le nom de la Terre, évidemment, c'est Urantia, d'où le nom de livre d'Urantia. Oui. La quatrième partie, c'est l'histoire de la Terre, de ses origines à aujourd'hui, donc l'évolution, mais pas seulement l'évolution physique, mais également l'évolution spirituelle de l'humanité. Et puis la cinquième partie, on nous trace ici une vie de Jésus. En fait, c'est un passage très important. Quelques 700 pages du livre est consacré à la vie de Jésus. Donc, c'est catho, là. Oui. Donc, c'est pas essentiellement, quand je parle de la vie de Jésus, ce n'est pas essentiellement la vie de Jésus comme l'individu qui tenait un ministère en Judée. Mais on nous parle également de son enfance, comment il est allé à l'école, comment il se choquait, puis comment il s'entendait avec ses frères et sœurs. Parce que, évidemment, là-dedans, on nous dit que Jésus n'était pas le fils unique de Marie et Joseph, mais qu'il y avait des frères et des sœurs. Donc, tout ça, on répond à des grandes questions comme ça, puis on nous fournit ça. L'analyse générale, tu l'as mentionné, on est ici en présence d'un prolongement du catholicisme ou du christianisme. Hein. Donc, on reprend des grands thèmes qui sont véhiculés à travers le christianisme et on retrouve, d'ailleurs, le Dieu monothéiste, hein, donc un seul Dieu unique, un Jésus, son message, etc. Et on apporte avec ça une sorte d'interprétation spirituelle ou mystique. Ce qu'il y a de très exceptionnel dans le livre d'Urantia, et c'est là qu'on arrive au grand mystère, cet ouvrage-là n'aurait pas été écrit par des humans. Et je vois déjà ton envie de te plonger dans cette littérature. Oui. Donc voilà, en fait, l'ouvrage aurait été une communication transposée ou envoyée à des gens par des entités, des êtres célestes. Alors là, tu me dis, et je le vois, mais qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Alors, faisons le tour maintenant de l'histoire du livre d'Urantia, maintenant qu'on l'a décrit. Oui, oui, je t'en prie. Tout commence, en fait, en 1911. Il y a, l'affaire se passe à Chicago, puisque c'est là que le livre sera d'ailleurs publié en 1955. Donc, aux alentours de 1911, à Chicago, il y a une dame qui interpelle son voisin qui est médecin. Le médecin en question s'appelle William Sadler. Et elle lui dit que son mari, depuis quelque temps, entre dans des sortes de transes. C'est comme s'il s'endormait, mais au moment où il tombe dans ces transes profondes, et certains diront trouble du sommeil ou mauvais rêve, mais lui, quoi qu'il en soit, il a une respiration rapide et il se met à marmonner des choses. Et là, elle est inquiète un peu et elle est incapable de réveiller son mari au moment où il se retrouve dans cette situation-là. Je fais pareil quand je mange trop de sucre, moi. Ah oui? Pareil. Je tombe à moitié sans connaissance, je me mets à parler, dire n'importe quoi, puis personne ne peut me réveiller. J'ai eu une blonde, moi, qui était comme ça. C'est vrai? Elle parlait beaucoup dans son sommeil. Qu'est-ce que t'as appris? Tout un répertoire. Okay, Maurice, Paul. Donc, durant ces séances, où le personnage se trouve comme ça en période de transe, la dame, donc, elle est inquiète, incapable de réveiller son mari. Elle va donc confier cette situation-là à son voisin, le docteur William Sadler, qui est un médecin généraliste, également un psychiatre. Donc, William Sadler, il est né en Indiana en 1875. Je prends quelques lignes ici pour te donner une biographie parce qu'il est le personnage central du livre d'Urantia. Okay. Il est membre de l'Église des Adventistes du 7e jour. Donc, déjà, il est fondamentaliste religieux là, par ses croyances, par ses doctrines. C'est un militant également. Il milite au sein de sa communauté religieuse. Ça, c'est ceux qui parlent en langue, là? Non. Là, je te décris le psychologue et le psychiatre là, qui va analyser tout ça. Sa femme est également médecin. Elle se nomme Lena Celestia Kellogg. Est-ce que ça te dit quelque chose? Madame Kellogg. Exact. Elle est parente avec la famille des rois du cornflakes. Okay. La famille Kellogg. Et elle a beaucoup milité. Elle a été pionnière dans le mouvement féministe. Donc, cette dame, dont le mari tombe en état de transe, dit à Sadler, écoutez, il y a quelque chose qui arrive de bizarre avec mon mari. Il faudrait absolument que vous voyez ça. Donc, Sadler va se rendre sur place et il va écouter ce personnage-là. Il va regarder ses signes vitaux. Et ce qui va le frapper, c'est que le bonhomme semble raconter des choses. Et ces choses-là vont apparemment, et là je te raconte, c'est vraiment l'histoire qui est véhiculée par la Fondation Urantia. On pourra en reparler ensuite de l'aspect plus critique de la chose. Donc, au moment où ces communications-là se font,
Sadler, donc, décide d'assister à ça. Il écoute, le bonhomme raconte des choses. Et là, Sadler semble intéressé. Il s'intéresse de plus en plus à ces communications. C'est assez étonnant parce que ce bonhomme-là, Sadler, va éventuellement publier un ouvrage qui s'appelle Mind and Mischief, les trucages et l'esprit, et dans lequel il dénonce, parce qu'il faut se rappeler qu'on est au début des années 1910-1915, et c'est la grande période du spiritisme. Oui. Et Sadler est un sceptique militant et il va décrier les techniques utilisées par les médiums qu'il accuse tous d'être des fraudeurs. Mais là, cette fois-là, cette communication-là lui semble plus profonde. Il va donc assister à ces supposés rêves ou périodes de transe du personnage que nous appellerons ici le personnage endormi, le sujet endormi. Donc, et entre 1911 et 1924, lors de centaines de soirées où il va être présent avec une sténographe, ils vont prendre note de ces communications. Et ces communications-là semblent être des grandes révélations d'ordre mystique et spirituel. Les entités supérieures se manifestent. Et là, persuadé que ces enseignements ont une certaine valeur, il va il va organiser autour de lui un groupe, dès 1924, un groupe qu'il va appeler le Forum. Et ces gens-là vont donc discuter de ces communications. Au début, ça se fait un peu à bâton rompu. On s'interroge sur la valeur des communications. Et puis voilà que ce mystérieux Forum vont commencer, eux aussi, les membres du Forum vont commencer, eux aussi, à canaliser, à recevoir des informations. Et là, bientôt, eux aussi deviennent les porte-paroles de cet au-delà et évidemment, ils vont transcrire sur papier ces fameuses communications. Donc, pour l'essentiel, les enseignements du livre d'Urantia vont être canalisés entre 1911 et 1935, d'abord dans un premier temps par le fameux sujet endormi et dans un deuxième temps par les membres du Forum. Et puis en 1950, il y a la création de la Fondation Urantia qui, en 1955, vont publier cet ouvrage qui maintenant est répandu à travers le monde. Maintenant, quelle est la réalité derrière tout ça? Déjà, je sens que j'ai attisé ton intérêt de savoir comme ça qu'un ouvrage... Mais quel est le but de ce livre-là, d'abord? Voilà. Bon. Le but de cet ouvrage, comme je l'ai mentionné... Ou je te précède, là, dans Non. Le but de cet ouvrage-là, comme je l'ai mentionné, le but de la Fondation Urantia, c'est cette création, cette ouverture mystique et ésotérique d'une certaine forme de christianisme. Ouvrir les consciences. C'est un peu le leitmotiv de la Fondation Urantia. Okay. Et cet ouvrage-là va beaucoup plus loin dans son approche ésotérique et mystique, beaucoup plus loin que la Bible traditionnelle, là, la Bible canonique qu'on retrouve là, dans les églises. Donc, c'est cette idée-là, redonner une sorte de place plus cosmologique à l'homme dans l'univers versus cet ouvrage-là. Maintenant, qui sont les auteurs de cet ouvrage-là? Parce que, bon, évidemment, la base, c'est de se dire cet ouvrage-là a été dicté par des entités supérieures. Et quand on parle d'entités supérieures, c'est pas la première fois, on en parle même encore aujourd'hui. C'est un sujet populaire, le fameux channeling. On a une journaliste québécoise ici qui dit canaliser des énergies, elle aussi, qui a publié des bouquins. France Gauthier, voilà. Ouais. Et elle parle, par exemple, de bouquins donc qui auraient été dictés par le maître Saint-Germain. Moi, j'ai un petit peu de misère avec ça, parce que le comte de Saint-Germain, c'était quand même un escroc à la cour du roi de France, là. Mais bon, vouloir canaliser quelqu'un, je canaliserais autre chose qu'un bandit. Ben oui. Mais en fait, donc, il y a des... Quoique un bandit, c'est plus divertissant qu'un saint ou quelqu'un de droit. Oui, c'est sûrement plus agréable aller en enfer qu'aller au paradis. Mais je te laisse ça, OK? Cela étant dit, évidemment, on s'est intéressé qui sont les auteurs de ça. Est-ce qu'il faut croire à cette idée d'une canalisation d'entités supérieures, des intelligences de haut niveau, ou est-ce qu'il y aurait une structure, une notation plus humaine derrière tout ça? Bon, faut dire que il n'existe aucun ouvrage critique qui s'est penché sur le livre d'Urantia. Le seul que l'on connaisse a été publié au milieu des années 2000 par un type qui s'appelle Martin Gardner. Martin Gardner est un militant qui est membre de l'Association des sceptiques aux États-Unis. Donc déjà, il y a un biais là. Et ce type-là a écrit un bouquin qui s'appelait Urantia, The Great Cult Mystery. Dès le départ, certains ont fait remarquer que l'utilisation du mot culte était un petit peu forcée, parce que c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas autour du livre d'Urantia un mouvement sectaire comme on en retrouve dans d'autres communautés. On est loin ici là de Jim Jones ou de Waco. L'ONU d'ailleurs a statué qu'est-ce que c'était une secte versus une minorité religieuse. Les sectes, ce sont généralement des gens qui vivent en ostracisme de la société. Ce sont des petits groupes qui s'alimentent au discours d'un gourou. Dans l'affaire d'Urantia, on n'a pas ça. On a un ouvrage qui est distribué et de façon très large, des gens qui vont se regrouper, parler de ces philosophies-là, mais ces gens-là ne vivent pas dans un mouvement en autarcisme avec la société. Donc, on n'est pas vraiment en présence d'un culte, mais d'une minorité religieuse. Le livre, comme je l'ai mentionné, s'inscrit comme une sorte de Bible alternative, très gnostique.
Et Garner dit dans cet ouvrage-là que selon lui, l'ouvrage, en fait, a été écrit par 2 individus, et ces 2 individus-là seraient simplement William Sadler et un membre de la famille Kellogg, Wilfred Custer Kellogg. Le beau-frère, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un neveu là, des inventeurs du cornflakes. Le problème de ça, et ça, ce qui est malheureux, c'est que cette information-là circule sur Internet, elle circule abondamment, et les gens, les militants sceptiques, s'alimentent toujours de cette même histoire-là, de cette analyse-là, mais elle est complètement faussée. C'est pas vrai, ça. Il y a des analyses beaucoup plus approfondies qui ont été faites, qui montrent très clairement que l'ouvrage que tu as entre les mains a été écrit au moins par 9 individus différents, tant par la façon de la syntaxe, de la forme de l'écriture, tout ça. C'est clair qu'on est en présence d'au moins 9 individus, et il n'y a rien qui démontre de façon soutenue que Sadler ait apporté une modification importante au texte. Donc, c'est un livre américain. On parle Oui, c'est un livre. Oui, absolument. Donc, l'idée là que ce soit Sadler et Kellogg qui l'écrit seul est invraisemblable, ça ne tient pas la route, mais on n'est pas obligé de croire que ce sont des entités venues de l'au-delà qui communiquent. Entre les deux, là, parce que tu comprends, il y a des erreurs factuelles dans le bouquin, par exemple. Le bouquin nous dit que ces entités de l'au-delà, on parle là-dedans que les êtres humains auraient 48 chromosomes, alors qu'en réalité, on en a 46. Mais à l'époque, en 1920, on croyait qu'on en avait 48. Donc, on voit qu'on a des erreurs factuelles qui reposent sur les connaissances du temps. Donc, grosso modo, est-ce qu'il faut croire que le livre d'Orancia est dicté de l'au-delà? Quand tu détiens la vérité, ouais. Mais quand tu détiens des connaissances supérieures à celles des êtres humains, tu devrais au moins savoir que 2 plus 2 égale 4. Ouais, voilà, exact. C'est comme le livre de Raël, avec sa technologie des années 70 qu'il avait dessiné. Ouais, voilà. Et le gros problème, quand on regarde cet ouvrage-là, bien évidemment, tu as les 2 extrêmes. Est-ce qu'il s'agit d'une fraude? Est-ce qu'il s'agit d'une fraude ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un ouvrage? Parce que là-dedans aussi, on nous dit, on est pour l'hégémonie, on est pour également une forme de racisme, donc la supériorité blanche. Donc, on véhicule quand même des pensées comme ça. Certains ont parlé que cet ouvrage-là était destiné à essayer de créer une nouvelle religion. C'est assez douteux. Et à l'autre extrémité, l'idée d'une création par des entités supérieures semble un peu douteuse. Comment on a écrit ça? Pourquoi? Ça reste difficile à dire. Certains diront que le livre est très inspiré, comme quand on lit la Bible. D'ailleurs, il y a des passages qui semblent très inspirés. Mais l'histoire nous montre qu'il y a des individus qui peuvent être très inspirés et peuvent écrire une sorte des fous littéraires, par exemple, qui ont écrit de véritables encyclopédies comme ça, sous apparemment la pensée ou la dictée. Mais ça, c'est très structuré, c'est pas pareil. Non, c'est très structuré. J'ai devant moi l'institution du souper de la souvenance. Je sais pas c'est quoi, là. Non, moi non plus. OK. Voilà, oui. Mais j'ai Madame Pagé qui m'écrit, qui dit que j'ai 55 ans, je lis le livre d'Urancia depuis 33 ans et c'est mon développement spirituel et la révélation spirituelle pour elle. Bon, tu vois. Donc, l'idée de créer une nouvelle religion, l'inspiration, tout ça, le livre est inspirant. Faut l'avouer, il est inspirant. Qui l'ont écrit, ça reste un grand mystère aujourd'hui. Depuis 1955, on n'a jamais eu une moindre fuite qui nous laissait croire qui a pu être les auteurs de ça. Bon, maintenant, est-ce qu'on doit croire, est-ce que cela nous oblige à croire qu'il y avait des entités venues de l'au-delà qui ont communiqué leur savoir? Pour moi, je reste très, très réservé là-dessus. Comme je te l'ai mentionné, il y a des ouvrages semblables, très inspirés, qui circulent un peu comme ça. Pensons à la Dianétique de Ron Hubbard, qui écrivait des romans de science-fiction avant d'écrire la Dianétique. Et même si les gens de la scientologie nous disent que la Dianétique est très inspirée ou inspirante, n'en demeure pas moins que c'est quand même l'œuvre d'un auteur de science-fiction. OK, donc on se garde une petite gêne. Oh oui, une petite gêne. Merci, Monsieur Page. On s'arrête un moment, on revient tout de suite après. Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, et j'ai un courriel qui me demande, seras-tu au Salon du Livre? Absolument. Donc, les gens qui veulent se procurer l'Enquêteur du Paranormal tome 2 ou qui se l'ont déjà procuré en librairie pourront apporter leur copie. Ça me fera un plaisir de lui faire une petite dédicace. C'est gentil. Même poser pour des photos. Oui, absolument. Ouais. Oui, je suis ouvert à ça. Méfie-toi, hein? Oui, on sait jamais. Tu veux prendre une photo avec moi, mon ami? Méfie-toi qui veut prendre des photos avec toi. Combien tu touches comme droit d'auteur? C'est ça. 3%. OK, ça suffit. Bon, le retour du... Chupacabra. Hey, écoute, j'ai parlé cette semaine à mon voisin qui ignorait qui j'étais et quand je lui ai dit que je faisais Mété complot, il lui a dit tabarnouche, c'est le Chupacabra.
Lui, ça a été le moment de sa journée, le Chupacabra. Donc, écoute, On a... devrait faire de la marchandise. Oui, avec absolument. ça, là. Un merchandising, des t-shirts. Absolument. Oui, ah ouais, on a le Chupacabra. Des tasses, Ah oui, des boîtes à lunch, des condoms, envoie donc. Bon, écoute, Tu le déroules, tu fait... puis plus tu déroules long, puis ça... OK, le retour du Choupi. Alors voilà, il y a 2 semaines, un groupe d'enquêteurs a été appelé à enquêter sur un groupe d'enquêteurs qui enquête. Oui, Bon, c'est bon. ça c'est... bon. Pas Ils ont donc... en masse, ben. Donc, ils ont été appelés à investiguer Oui. sur un curieux incident qui s'est produit à une petite ville qui s'appelle Fort Corners. Ça se trouve au Nouveau-Mexique et avec un nom comme ça, tu as compris que c'est situé à la frontière de l'Utah, le Colorado, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Okay. Donc, d'où le nom des 4 coins. Là. Okay. Donc, des gens disent avoir été agressés par une mystérieuse créature nocturne. L'affaire s'est passée il y a 2 semaines. Donc, dans un premier temps, une jeune femme dit avoir été griffée dans le dos par cette mystérieuse créature qui apparemment aurait passé sa main par la fenêtre pour l'agresser et lui taillader le dos. On cherche Tony Tomassi. OK, c'est correct. Et là, évidemment, elle a crié pour alerter le reste de la famille. Elle s'est enfuie de sa chambre. Le père, évidemment, croyant un malotru, s'était introduit chez lui. Oups. Il est sorti à l'extérieur avec une carabine, en marmonnant, qui est rentré dans la chambre de ma fille. Cours, Chupacabra, cours! Et là, voilà il va poursuivre la créature dans un champ de maïs qui est adjacent à la résidence. Ouais. Et là, il va voir dans cette obscurité, il va voir 2 yeux rouges en amande qui sont là et qui le regardent là de façon très intense, un peu surpris par ce volte-face de la créature. Notre bonhomme en question va épauler sa carabine et faire feu. Et au moment où il tire en direction de la créature, il va raconter que la créature ne s'est pas enfuie, elle a simplement glissé dans l'air de gauche à droite et a esquivé. Je vois ton scepticisme, mais la créature a donc glissé. Oui. Comme si elle était sur des patins à roues alignées. Et là, elle a donc glissé et échappé ainsi au coup de feu. Oui. Et là, évidemment, le bonhomme est rentré chez lui, disant un peu effrayé de toute cette histoire-là. Le lendemain, en inspectant... Le Chupacabra fait du moonwalking? Ça a quasiment... Ça ressemble à ça? C'est fort. On est rendu loin dans Il a fait un petit Et ensuite, donc, le lendemain, en vérifiant le tour de la propriété, oui. l'homme en question a constaté qu'il y avait des marques de griffes sous la fenêtre, parce que c'est une sorte de maison mobile. Il y avait des marques de griffes sous la fenêtre de la chambre de sa fille. Oh. Il y avait également... non, on n'aime pas ça. Et autour de la maison, dans la terre meuble, il a découvert des empreintes qui avaient comme 3 griffes d'une créature qui n'appartient visiblement pas à la faune locale. Et curieusement, en interrogeant des voisins, ce soit la veille, un de ses voisins a vu également une mystérieuse créature qui se tenait sur son arrière-train et il a décrit cette créature. Et là, écoute, je ne te fais que te citer ce qui a été rapporté dans la presse. Ce n'est que le messager. Oui, que le messager. Il a dit cette créature-là ressemblait au monstre gargouille qu'on voit dans le film Jeepers Creepers. Je sais pas si tu as vu ce film. Un film un peu de série B, mais la créature ressemble à une sorte de gargouille ailée avec des ailes membraneuses. Et comme on n'avait pas de nom à lui donner, les médias locaux ont surnommé la créature The Night Stalker, le chasseur de la nuit. Ben écoute, de toi à moi, là, eux ils savent pas, mais nous le savons. Oh, oui. Une petite créature d'1,50 m, avec des ailes membraneuses, des pattes griffues à 3 griffes, ça ne peut être qu'un seul et unique personnage. C'est-à-dire? Le Chupacabra. Il me semble que oui. Des enquêteurs... Mais elle faisait pas de bruit, la bête? Non, absolument pas. C'est pas tout à fait... La jeune femme a dit, il y avait comme une sorte de grognement. Comme? Elle était... mais elle était... Elle-même a été incapable de le décrire à la presse locale. Combien de femmes ont décrit ça, hein? Ah oui, au bout de son lit, ce grognement-là. Il fait pas peur.
Donc, c'était, et bon, si les gens, et il y a même une vidéo, d'ailleurs, parce que ces gens-là ont témoigné devant la caméra, il suffit de taper Night Stalker, mais bon, évidemment, la première chose que vous allez tomber sur en tapant Night Stalker, il y a la série télé, mais il y a également un célèbre assassin dénommé Richard Ramirez, qui malheureusement a commis toute une série de meurtres tout à fait horribles dans les années 80 à Los Angeles et San Francisco, et qui avait le surnom de The Night Stalker. Tu devrais leur écrire, tu devrais les appeler, t'enregistrer quand tu le fais, parce que je pense que ça va être mémorable, puis leur dire que c'est un chupacabra. Exactement, c'est ce que je me suis dit. Faut que quelqu'un leur dise que c'est Choupi. Fais ça, puis rappelle-moi, on va le faire jouer en ondes, ça va être trop drôle. Il me semble que oui, hein. Alors, mais personne n'a été blessé, là. Non, la jeune femme a été un peu tailladée à l'épaule. On a, d'ailleurs, sur le petit vidéo, on voit des petites marques rougeâtres. Ça oscille entre une marque de griffe de chupacabra et une marque de griffe de chat. C'est à s'y méprendre. C'est à s'y méprendre. Est-ce que la vidéo est sur la page de l'émission? Je peux la donner à Larry pour que les gens puissent aller voir ça. Tu veux informer ou tu veux pas informer? Oui, je veux absolument. Bon, ben, informe comme il faut, puis la vidéo sera sur la page le site de l'émission. De Chupacabra. Oui, ça va être bientôt la chronique du Chupacabra. Bon, ben, c'est assez, je pense, pour aujourd'hui. As-tu autre chose? Ou j'avais une petite chronique rapidement. Il y a un magazine qui est sorti à Varsovie il y a quelques semaines. Le premier magazine entièrement consacré à la possession diabolique. Bon. Écoute, la possession diabolique est tellement en augmentation, là, dans les pays de l'Est et en particulier en Pologne, que si t'es possédé par le démon, t'as un temps d'attente de 3 mois avant de recevoir un exercice chez toi. Écoute, on se croirait au Québec. Merci, Christian Page. Merci à François, à Maryse et à Alexandra. Merci à vous d'avoir été là. On fait là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ben oui, j'ai pas dit François. J'ai-tu dit François? J'ai dit Alexandra, j'ai dit Maryse. OK. Ben, à demain.